Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un sous-lieutenant intégré au sein du 325e régiment de Gliders dans la 82e division aéroportée en Normandie en juin 1944. Avant toute chose, je souhaite remercier Parabellum Shop et La Petite Musette pour leur soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver certains éléments qui vous seront présentés dans leur boutique et les liens sont en description. Et je remercie également Normandie Accessories pour m'avoir fourni le casque Emma. Vous pourrez retrouver ici aussi le lien de leur boutique dans la description. Mais je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Je n'ai pas la prétention de vous fournir une bible qui vous épargnera de faire vos propres recherches dans les livres, dans les magazines spécialisés ou sur internet. Le matériel que je propose est de la reproduction à 80%. C'est volontaire. Libre à vous de prendre du vrai matériel ou de la repro d'ultra bonne qualité. C'est pour cela que je ne parle pas de prix. Cette vidéo est destinée à toutes les bourses et non pour les plus élitistes ou les plus riches. Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui constituent cet uniforme dans la description sous forme de kit list avec le timing correspondant. Commandé par le colonel Walter M. Whitman, le 325e régiment a été officiellement activé dans le cadre de la 82e division le 25 août 1917 au Camp Gordon près d'Atlanta en Géorgie. Étant une division de l'armée nationale des États-Unis, le régiment était composé de conscrits. Cependant, le seul personnel réellement affecté au régiment était un petit cadre chargé de préparer les milliers de conscrits qui allaient bientôt inonder le camp. Le 325e régiment d'infanterie combattra dans les tranchées avec du matériel britannique et français jusqu'à la fin de la guerre, terminant celle-ci dans le secteur de la forêt d'Argonne. Après la Première Guerre mondiale, les couleurs du 325e régiment sont mis en boîte suite à la désactivation du régiment, mais seront à nouveau sortis des placards le 25 mars 1942 sous le commandement du colonel Claudius Islay. Situé à Camp Claiborne, en Louisiane, le régiment fera à nouveau partie de la 82e division d'infanterie. À la fin du mois de juillet 1943, l'équipement lourd est arrivé qui allait transformer le régiment en 325e Motorized Infantry Regiment. Cela prit soudainement une autre tournure lorsque le chef d'état-major, le général Marshall, a décidé que la 82e division d'infanterie serait une excellente base pour sa force aéroportée. Le général Omar Bradley, en raison de son excellent travail dans la formation de la 82e division d'infanterie, est transféré dans la 28e division d'infanterie qui avait beaucoup de mal à atteindre ses objectifs de formation. Le général Matthew Ridgway, le commandant adjoint de la 82e division, en devient alors le commandant. Le 325e Infantry Regiment fut donc renommé 325e Glider Infantry Regiment et chargé d'arriver au combat via planeur. Lors de sa formation aux assauts en planeur, le régiment a perdu son commandant, le colonel Islay, ayant été promu brigadier général et transféré dans la 86e division d'infanterie. Il a été remplacé par le colonel Harry Lewis, qui guidera le régiment tout au long de son entraînement et jusqu'au combat outre-Atlantique. Le régiment arrive au combat par la mer. Transféré à bord de péniches de débarquement, le régiment est envoyé à Salerne en Italie depuis la Sicile pour renforcer les unités américaines déjà présentes. Le 15 septembre, vers 23h, ils débarquent à Paestum, environ 30 km au sud de Salerne, où ils attendent des ordres. Le matin du 16, le 2e bataillon reçoit l'ordre de rembarquer à bord des péniches et de se diriger plus au nord jusqu'à la ville de Maiori. Ici, ils furent attachés au groupe d'assaut des Rangers du colonel William O. Derby et relevèrent les unités de Rangers qui occupaient des positions sur le mont Sant'Angelo di Cava, à 1200 mètres d'altitude. Le bataillon est accueilli le lendemain matin par un barrage d'artillerie allemand. Malgré de nombreuses tentatives pour éjecter le 325e de la montagne, les Américains tiennent bon. C'est ici que le régiment connut ses premières pertes de la guerre. À partir de 4h39 le 7 juin 1944, le régiment débarque en planeur en Normandie dans le secteur du carrefour des Forges et participe au débarquement avec un jour de retard dû au manque d'appareils. Le 9 juin, le soldat de première classe Charles M. Degloper a défendu à lui seul la position de son bataillon, lui valant la Medal of Honor pour ses actions. Les soldats du 325e Glider Infantry Regiment combattent en Normandie jusqu'au 16 juin, date à laquelle ils sont renvoyés en Angleterre pour repos et renforcement. C'est pour le succès de leurs efforts que les soldats de la 82e Airborne Division ont reçu par 2 fois la fourragère française de la Croix de guerre 39-45 avec palme. Le prochain assaut par planeur pour le 325e sera Market Garden. Au cours de cette bataille, le 325e arriva parmi les positions allemandes qui avaient encerclé d'autres éléments de la 82e Airborne Division. Cette attaque de planeur a renversé le cours de la bataille et a valu au régiment la Distinguished Unit Citation, celle-ci ayant permis de briser l'encerclement. Pour ses actions durant l'opération Market Garden, le 325e Glider Infantry Regiment fut décoré de la lanière orange hollandaise ainsi que de l'ordre militaire de Willem. Le 16 décembre 1944, les Allemands lancèrent une offensive surprise à travers la forêt des Ardennes.
2 jours plus tard, la 82e Airborne reçut l'ordre de se déplacer en urgence dans les Ardennes alors qu'ils étaient stationnés en France pour repos et renforcement après Market Garden. A l'origine, la 82e Airborne devait défendre Bastogne, mais la 100e Airborne a décroché cette mission et la 82e a finalement été envoyée près de Webermont en Belgique. Le 325e se retranche autour du carrefour de la Baraque et tient ses positions. Lors des combats intenses de décembre 1944, le 325e décime 2 divisions allemandes. Le combat se poursuivit jusqu'en janvier 1945. Subissant de lourdes pertes, le 325e continua jusqu'à Thiers-du-Mont. Pour ses actions durant la bataille des Ardennes, le 325e Glider Infantry Regiment fut décoré par 2 fois de la Croix de guerre belge 1940 ainsi que de la fourragère de la Croix de guerre 1940. Plus tard en 1945, l'action du 325e en Allemagne se termina avec la pénétration du régiment profondément au cœur de l'Allemagne. La guerre prit fin en Europe le 8 mai 1945 et la 82e Airborne Division fut transférée comme force d'occupation dans le secteur américain de Berlin. Le régiment a participé aux tâches d'occupation de Berlin jusqu'à son retour aux États-Unis en 1946 et sa démobilisation le 15 décembre 1947. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 325e Glider Infantry Regiment aura perdu un total de 245 hommes. Il y a également eu un nombre inconnu de blessés et de prisonniers. Après la guerre, le 325e Glider Infantry Regiment sera renommé en 325e Infantry Regiment et participera ensuite à de nombreuses guerres comme la Corée, le Vietnam, l'Afghanistan ou encore l'Irak. Les soldats des régiments de gliders avaient un mélange d'effets réservés à l'aéroportée avec des uniformes de l'infanterie, ce qui pouvait donner des mix un peu étranges. L'uniforme des officiers variait de celui des hommes du rang, autant au niveau de l'uniforme que de l'équipement et armement. Pour découvrir à quoi ressemblait l'uniforme d'un soldat chez les gliders, je vous invite à retrouver la vidéo de History Florent, dont le lien est dans la description. Pantalon réglementaire dans toute l'armée US, que ce soit pour les hommes du rang, les sous-officiers ou les officiers, le pantalon moutarde M37 était réalisé en laine et un rabat fut ajouté derrière la braguette après le début de la guerre. Ce rabat était conçu pour renforcer la protection en cas d'attaque au gaz. Contre cette arme, le pantalon pouvait être imprégné d'un traitement spécial qui rendait les tissus fragiles sur le long terme. Il est maintenu à la taille à l'aide d'une ceinture en toile tissée avec une boucle dorée. Il s'agit ici d'une ceinture moderne, mais d'une boucle originale. 2 poches sont placées sur les côtés, en pistolet, et 2 autres poches sont placées sur les fesses. Les gliders étant équipés comme l'infanterie, ils étaient censés porter des brodequins et des guêtres. Cependant, il était très répandu pour les troupes planeurs de s'acheter des équipements réservés originellement aux paras. Ainsi, notre officier s'est acheté des bottes de saut Corcoran. Le pantalon moutarde est blousé dans le haut des bottes et elles se ferment au moyen d'un lacet en cuir. Certains pouvaient également employer de la suspente de parachute. Une fois les lacets noués, il faut sécuriser au maximum les boucles pour éviter que les branches n'aient raison de votre nœud. C'est ici une vraie paire moderne de chez Corcoran. Les hommes du rang avaient leur chemise moutarde, mais les officiers pouvaient faire fabriquer leur chemise chez des tailleurs, donnant une qualité de chemise plus travaillée. Ainsi, la coupe reste similaire à celle de la troupe, mais le tissu est plus fin et des épaulettes ont été ajoutées. La chemise ne dispose pas de rabat intérieur anti-gaz, et la forme des rabats des 2 poches à l'avant pouvait varier en fonction des fabrications. Certains pouvaient avoir des rabats en accolade, quand d'autres, comme ici, pouvaient avoir un angle simple. Les officiers portaient des insignes de col sur leur chemise moutarde. On retrouve ici à droite l'insigne pour officier de l'infanterie. Sur le côté gauche, on retrouve le grade, ici Second Lieutenant ou sous-lieutenant. Attention pour vos mensurations, prenez le tour de col et la longueur des bras. Les chemises étaient naturellement plus longues à l'époque. Mise en service en 1941, la veste M41 fut la veste réglementaire distribuée pour toute l'armée US, y compris les aviateurs et l'USMC. Elle est une évolution de la veste M38 qui avait des rabats sur les poches et ne disposait pas de pattes d'épaule. Les officiers pouvaient porter des fabrications tailleurs, mais ils furent rares à les utiliser au combat, seulement derrière les bureaux. Ainsi la même veste fut utilisée par les hommes du rang et les officiers, y compris les officiers supérieurs. Certains portaient volontairement la veste à l'envers pour un meilleur camouflage, l'intérieur étant moins clair. Sur la manche droite, on trouve le drapeau US, porté par toute la 90e aéroportée. Et sur la manche gauche, on retrouve l'insigne de la division, AA signifiant All Americans. Il s'agit ici d'une excellente reproduction que vous pourrez retrouver dans la boutique La Petite Musette. Les officiers disposaient d'un calot différent de celui des hommes du rang et sous-officiers. L'insigne était placé sur le côté droit, sur le rabat, pour que le grade soit sur le côté gauche. Ici, Second Lieutenant, le même insigne que sur le col. Il était de couleur chocolat et dispose d'un liseré noir et or, spécifique pour tous les officiers, mis en place à partir de décembre 40. Cela supprimait de fait la couleur de l'arme qu'on pouvait retrouver chez les hommes du rang. Il était porté légèrement penché sur une oreille. Et l'insigne porté sur le côté droit était générique entre les gliders et les troupes aéroportées. Mise en service en février 42, la casquette en laine fut appréciée des soldats, permettant de tenir la tête au chaud sous le casque. Elle fut surnommée Beanie Cap,
L'arrière de la casquette pouvait être rabattu sur les oreilles et l'avant disposait d'une partie renforcée avec du carton. Le général Patton détestait cette casquette, donnant un look décontracté qui ne correspondait pas avec une utilisation militaire. Malgré tout, elle rencontra un très fort succès. Mise en service en juin 41, le casque M1 était fabriqué en acier au manganèse. Le premier modèle, comme ici, avait un jonc antimagnétique qui se fermait à l'avant et les boucles de jugulaire étaient soudées à la coque. Une peinture mêlée de poudre de liège était appliquée pour éviter les reflets. On retrouve l'insigne de Second Lieutenant peint sur l'avant et une barre verticale représentant le rang d'officier était peinte à l'arrière. Un filet de casque moyenne maille a été ajouté. Le sous-casque fut d'abord réalisé en carton, mais dès 42, il fut remplacé par un modèle en résine. Il s'agit ici d'un modèle original qui a été réparé. Les troupes de la 82e avaient l'habitude de porter les jugulaires de cette manière sur le filet. Bien que rattachés aux troupes aéroportées, les gliders ont touché majoritairement de l'équipement pour infanterie. Ce n'est que ponctuellement qu'on pouvait retrouver des équipements destinés à l'aéroportée, comme les renforts du brelage M36. Le havresac était tout de même remplacé par la musette M36, plus pratique à porter. L'ensemble du brelage est supporté par un ceinturon M36. Sur la pression femelle du ceinturon est placé le porte-chargeur modèle 1123 pour contenir 2 chargeurs de Colt. Juste à côté est placé un étui à boussole qui pouvait être passé à l'imprégnite pour l'imperméabiliser. Glissé sur le ceinturon, on retrouve un premier porte-chargeur pour carabine M1. Le poids de l'ensemble est supporté par un brelage M36 sur lequel on retrouve un First Aid Kit typique des paras, ainsi qu'une grenade MK2A1 en impression 3D accrochée à l'anneau du brelage. Une gourde M842 est glissée dans un étui M810 infanterie avec le car M842. Sur le flanc droit, on trouve un holster de Colt 1911A1 en cuir brun, dans lequel est contenu le Colt calibre 45 ACP qui avait des chargeurs de 7 cartouches. Il s'agit ici de la réplique de chez Denix, dont vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description. Il devrait normalement y avoir des plaquettes bakélite pour ce pistolet, mais les personnalisations n'étaient pas impossibles, surtout pour les officiers. Sur l'arrière, un couteau USM3 est glissé dans un fourreau en cuir USM6, arme blanche pour le corps à corps, très appréciée de l'armée américaine. Un autre porte-chargeur d'USM1 est placé sur le côté droit et contient 2 chargeurs de 30 carbines. Et une pochette modèle 1124 contient un autre First Aid Kit, accessible rapidement par les infirmiers en cas de blessure, car placé sur le devant du brelage. Très populaire dans l'armée US, bien que n'ayant pas été choisie comme sac à dos officiel, la musette M36 fut distribuée aux para-US et les gliders ont pu en percevoir également. Une lampe TL122 est ici portée sur la poche extérieure. La musette se fixe aux anneaux du brelage M36 et les crochets restants du brelage permettaient d'être accrochés sur le bas de la musette pour qu'elle soit bien maintenue. Elle était utilisée pour transporter l'équipement du soldat ainsi que ses rations pour 24 heures. Pour tous les officiers et certains sous-officiers, une sacoche porte-carte modèle 1138 fut distribuée. Elle était destinée à être portée en bandoulière, avec une sangle disposant d'un renfort pour l'épaule, qui s'accrochait à 2 anneaux sur le dessus de l'étui. Les cartes pouvaient être transportées en vrac dans le sac, ou sous plastique, sous rhodoïde, permettant d'annoter temporairement les cartes avec les crayons disposés sur l'avant. La housse en tissu sur le rhodoïde permettait de protéger les autres cartes des marquages, qui pouvaient s'effacer avec les manipulations. Une règle était également transportée sur l'avant de l'étui, qui se ferme par 2 boutons pression. Pour observer ses troupes ainsi que l'ennemi, les officiers et certains sous-officiers pouvaient disposer d'une paire de jumelles M3. Elles ont un grossissement de 6x30 et pouvaient être portées autour du cou à l'aide d'une dragonne en cuir. C'est ici un modèle original et la dragonne a été volontairement raccourcie par un nœud dans le cou pour éviter que les jumelles ne soient trop basses sur le torse. Elles sont transportées dans un étui M17 en cuir brun porté en bandoulière. Il était également possible de le porter au ceinturon grâce à une patte en cuir fixée sur l'arrière de l'étui. Le masque anti-gaz M4 fut distribué à de nombreux gliders dans leur musette M6, quand d'autres ont pu percevoir le masque M5 dans la musette étanche M7. La musette M6 contient le masque, son filtre M10A1, une bâche écran, des lunettes, le nécessaire d'étanchéité du masque et 2 brassards de détection des vésicants. Certains pouvaient enfiler un des brassards sur la manche droite de leur uniforme. La musette était portée par-dessus tout l'équipement pour une utilisation rapide en cas d'urgence. La carabine M1 fut l'arme la plus fabriquée par les États-Unis pendant la Seconde Guerre, avec plus de 6 millions d'exemplaires réalisés à partir de 1942. L'appel d'offres fut remporté initialement par Winchester en 1941, mais ils durent faire appel aux concurrents pour satisfaire la commande, par manque de moyens. La carabine M1 était destinée à tous les personnels de l'armée, ne pouvant transporter un fusil ou un PM. Les officiers pouvaient donc choisir la carabine au profit d'une Thompson,
beaucoup plus lourde et encombrante. La M1 disposait de chargeurs de 15 cartouches de 30 carbines, munitions conçues spécialement pour cette arme. Les Gliders pouvaient transporter les carabines M1A1 avec crosse pliante, mais cela n'était pas systématique, d'où la présence d'une carabine M1 classique ici. L'hulier est stocké sur la crosse et sert de passant pour la bretelle en toile. Il s'agit ici d'une réplique de chez Dunix, dont vous pourrez retrouver le lien dans la review dans la description. Le gilet de sauvetage B3 fut distribué à toutes les troupes US envoyées par avion et planeur lors de l'opération Overlord et autres. Il fut nommé Mae Vest par les troupes et était également porté par les personnels de l'US Air Force. Il vient se placer par-dessus l'équipement complet pour permettre de l'enlever rapidement une fois arrivé sur la terre ferme. Lorsqu'il fallait utiliser le gilet, le soldat devait tirer sur les 2 cordons situés en bas pour percuter les 2 cartouches de CO2 qui remplissaient les réservoirs. Un petit tuyau placé sur le côté droit permettait de remettre de l'air en cas d'utilisation prolongée. Il s'agit ici d'une reproduction non fonctionnelle, juste décorative. N'utilisez donc pas réellement ce genre de reproduction en environnement marin. Comme pour tout uniforme de l'époque, il était possible de retrouver plusieurs configurations en fonction du rang, de la fonction et de la division du soldat. Notre officier porte du matériel globalement neuf, ayant perçu son nouvel équipement tout juste avant l'opération Overlord. Certains équipements n'existent pas encore en copie, ou sont compliqués à trouver, comme la paire de jumelles et son étui, quand d'autres équipements sont très faciles à se procurer. Évitez cependant les reproductions de ceintures M36, surtout les bas de gamme, vous serez vite déçus par leur absence de solidité après 5 utilisations. Le casque est une reproduction en résine de chez Normandy Accessories, qui a la bonne forme et la bonne couleur par rapport à un véritable casque M1. Seul le poids sera différent. La grenade est une reproduction d'impression 3D de chez 419 Labs, dont vous pourrez retrouver là aussi le lien en description. Motivé à se sentir utile pour défendre son pays en 1941 suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, notre soldat est engagé dans l'armée US. Il est envoyé dans la 82e division d'infanterie. Il rejoint le camp de Claiborne en Louisiane en avril 42 pour intégrer le 325e régiment d'infanterie, nouvellement reformé. De par ses initiatives lors des entraînements et exercices, il souhaite rapidement monter en grade et devenir encadrant. Il passe caporal après seulement quelques mois. Sa maîtrise du garand pouvait même le faire passer tireur d'élite, mais il souhaite rester avec une arme semi-automatique, n'appréciant guère le Springfield. La 82e division d'infanterie passe rapidement en version aéroportée, et le 325e régiment est converti en régiment de troupes transportées en planeur ou gliders, pour répondre aux problèmes de dispersion des troupes larguées en parachute. En effet, un peloton complet sortant d'un planeur est plus efficace comme force d'intervention rapide, les parachutistes devant d'abord se regrouper avant d'attaquer, ce qui pouvait prendre plusieurs heures en territoire ennemi. De plus, un planeur pour transporter un petit canon, une jeep et d'autres équipements qu'il n'était pas possible de parachuter. Cependant, si l'appareil, qui n'était pas blindé, rencontrait un problème, c'était potentiellement tout le peloton qui était condamné. Notre caporal passe sergent juste après avoir débarqué en Afrique du Nord, mais le régiment ne fut pas envoyé au combat. Il faut attendre le 15 septembre 1943 pour que notre soldat ait sa première expérience de feu contre les Allemands. Le régiment est débarqué par la mer pour atteindre Salerne et renforcer les unités déjà en place. Notre sous-officier débarque avec les 2300 hommes du régiment à 30 km au sud de Salerne. Et c'est le lendemain qu'il rencontre pour la première fois une résistance allemande. Les Allemands tentèrent de renvoyer le bataillon à la mer à l'aide d'une grosse puissance de feu. Le supérieur direct de notre sergent est tué au combat, fauché par une mitrailleuse de Panzer IV, et il reprend le rôle du défunt au combat sans hésiter, contre l'avis des autres sous-officiers qui l'accompagnaient. L'offensive allemande est repoussée et il se paye même le luxe de neutraliser un Tigre 1 à l'aide d'une grenade déposée par la trappe de la tourelle, mais au prix d'une blessure par balle dans l'avant-bras gauche. Cela lui valut une Bronze Star, une Purple Heart et une promotion au rang de sous-lieutenant. Il est renvoyé avec son régiment en Grande-Bretagne pour se préparer à l'assaut en Normandie, et c'est pendant cette période qu'il peut retrouver l'usage de son bras gauche. Notre lieutenant peut alors recevoir ces 2 médailles qu'il arbore fièrement sur sa tenue de sortie. Durant la période d'entraînement, il décide de troquer sa Thompson M1A1 par une carabine M1, cross-pleine, préférant laisser les crosses pliantes pour les autres gars de son groupe, qui avaient plus de matériel à transporter, comme les serrants de mitrailleuse. Il s'achète un nouvel uniforme, l'ancien ayant été endommagé à cause de sa blessure en Italie. Il repeint son casque en olive drabe, recouvrant le camouflage qu'il avait pu faire pour l'Italie, et il peint son grade sur l'avant du casque, ainsi que la bande à l'arrière, le tout à la main. Il décide de faire la bande à l'arrière un peu plus petite que prévu normalement, pour éviter d'attirer trop l'attention. Il choisit également un filet de camouflage pour casser au maximum la forme de la bombe. Le régiment n'arrive sur le terrain que le 7 juin et subit des pertes dès l'atterrissage au petit matin dans le secteur de Sainte-Mère-Église. Notre officier mène à bien toutes les missions qui lui ont été attribuées au sein du 3e bataillon,
dans le secteur de Carquebut, puis en redescendant vers le sud-ouest. C'est sous son commandement que le soldat première classe Charles N. Decloper a pu gagner la seule médaille of Honor de la division, après avoir protégé ses camarades lors de la traversée de la rivière Merder, qui furent pris sous le feu ennemi. Il fut blessé à plusieurs reprises, tua de nombreux Allemands avec son bar, fit diversion pendant que le reste du bataillon put rejoindre la Fière. Il succomba à ses blessures et la famille reçut la médaille en février 1946. Les combats en Normandie durèrent un mois avec 280 victimes comptabilisées, mais avec de nombreuses villes et villages libérés. Notre officier passe First Lieutenant lors du début de la dernière bataille normande du régiment le 3 juillet. Une attaque simultanée avec toute la 82e division aéroportée était prévue, et les objectifs ont pu être atteints, à savoir le petit hameau de la Poterie au sud-ouest de Faudemer. Il a fallu 36 heures pour conquérir l'objectif, et 24 heures de plus pour le tenir malgré les contre-attaques allemandes. Notre officier et son régiment ont été placés en réserve le 10 juillet et renvoyés à Utah Beach le lendemain, avant d'embarquer pour l'Angleterre et reprendre l'entraînement à partir du 1er août. Le régiment est renvoyé au combat le 9 septembre 1944 lors de l'opération Market Garden en Hollande. Encore une fois, l'opération aéroportée est soutenue par les planeurs, qui sont arrivés juste après les parachutistes, et le 325e GIR vient se poser à côté des troupes allemandes, qui encerclaient des éléments de la 82e aéroportée, permettant un renversement de situation. Un nouveau déploiement fut ensuite réalisé le 23 septembre, qui aurait dû être fait plus tôt, mais la météo n'était pas suffisamment bonne pour un décollage. Puis notre officier et ses hommes sont engagés dans différentes batailles, pour prendre des forêts, mais il y eut des pertes qui provoquèrent des retraits en différents points. Dans la nuit du 30 septembre, le feu s'abattit sur le 325e, qui se battait contre la 190e division allemande. Le 2 octobre, le régiment attaque les plaines de Mook, mais se fait prendre au piège par des positions allemandes. Notre officier est grièvement blessé, appelle à l'aide alors que ses camarades ont reculé pour finalement s'enterrer dans des foxholes, laissant mourir leur officier qui était toujours bloqué sous le feu ennemi. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore History Florent pour sa participation. Allez voir la vidéo que nous avons pu réaliser à deux sur sa chaîne et abonnez-vous, ce petit gars a de l'avenir. Je remercie également mes partenaires La Petite Musette, Normandie Accessories et Parabellum Shop pour leur aide apportée à cette vidéo, qu'elle soit matérielle ou que ce soit pour des informations. Vous pourrez retrouver les liens de leur boutique dans la description. A savoir que La Petite Musette et Parabellum Shop proposent des uniformes, insignes, équipements, et Normandie Accessories est spécialisée dans les casques. Avec ces trois boutiques, vous pourrez constituer intégralement votre uniforme US. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Il y en a qui font des sorties de chant de ce côté, d'autres qui font de ce côté. Moi je vais passer par ce côté.